T'as sûrement déjà remarqué, la puberté arrive de plus en plus tôt, 7, 8 ans chez certaines filles. Enfin, le mainstream invoque les perturbateurs endocriniens, l'alimentation, les écrans. Comment tu lis ces phénomènes dans ton cadre? Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, nous avons plusieurs pubertés, hein. C'est- Il y a une première puberté qui dure de l'âge de 8 jours à l'âge de 1 mois à la naissance. Et c'est d'ailleurs un truc assez amusant parce qu'on voit effectivement les enfants qui ont une congestion des organes sexuels et les filles peuvent même avoir un peu de lait au niveau des seins. Voilà. Après, il y a une deuxième puberté qui a lieu de l'enfance à l'adolescence, entre l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire aux alentours de 10 ans, 8 10 ans. C'est une période importante où la volonté apparaît, où on commence à devenir attentif, objectif, et où les organes génitaux se développent. C'est une période très pudique où les enfants ont beaucoup de mal à se montrer à poil et pour cause. Voilà, donc c'est très intéressant. Et ensuite, il y a la troisième puberté qui a lieu chez la fille une fois que les organes génitaux sont opérationnels. Alors chez la fille, c'est vers 12 ans, chez le garçon, c'est un petit peu plus tard et beaucoup plus progressif, de même que la ménopause est brutale chez la femme et l'andropause est plus progressive chez l'homme. Mais en fait, ce que nous sommes peut-être en train de vivre avec ce que tu m'expliques, là, c'est cette puberté qui arriverait de plus en plus tôt. C'est peut-être simplement la deuxième puberté que, que personne n'avait constatée auparavant parce qu'on ne s'en occupait pas et qu'on découvre aujourd'hui, quoi, hein. C'est peut-être quelque chose de tout à fait naturel qui devient peut-être un peu plus apparent Hmm. compte tenu de l'empoisonnement par tous ces perturbateurs endocriniens et par la pilule contraceptive en particulier. Ouais, mais à 8 ans, on prend pas la pilule. Donc je pense qu'il y a des filles à Non, mais 7-8. attends, je parle de la mère. Ah, oui, 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 La mère ok. qui a pris la pilule. Et Oui, donc ça pourrait accélérer potentiellement voilà. les premières règles de l'enfant. Non pas les premières règles, mais en tout cas les premières manifestations de la deuxième puberté, c'est-à-dire le développement des organes génitaux, des seins, etc., quoi. Hmm, ok. L'endométriose touche une femme sur 10, en hausse documentée. La médecine officielle dit on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour toi? Alors là, on est complètement dans le domaine du psychosomatique. Hmm, Et- alors évidemment, la médecine officielle ne sait pas. Elle sait rien, elle veut rien comprendre, elle veut pas savoir, elle veut pas chercher. Alors évidemment, elle sait pas. Bon, elle va dire que c'est auto-immun bientôt, elle va nous inventer ça. Puisque dès qu'elle ne sait pas, en général, c'est une maladie auto-immune. Alors, qu'est-ce que c'est que l'utérus? L'utérus, au niveau psychosomatique, c'est le nid. C'est là où on fait le bébé, hein. Et l'endomètre, c'est la muqueuse interne de l'utérus que l'on évacue, que la femme évacue chaque mois avec les règles si elle n'est pas enceinte. Et c'est dans cette muqueuse interne de l'utérus que va se nicher l'ovule fécondé. Même s'il n'est pas fécondé, d'ailleurs, il se niche là-dedans. Voilà. Et puis, s'il n'est pas fécondé, ben, il va tomber au moment des règles. S'il est fécondé, ben, il va y avoir des mécanismes hormonaux complexes avec intervention de l'ovule lui-même qui va sécréter des hormones pour empêcher l'élimination de cet endomètre, hein. On appelle ça l'endomètre. Voilà. Alors, nous vivons un monde un peu particulier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où aujourd'hui, compte tenu de la pilule, des moyens contraceptifs, de l'IVG, de tout ça, on fait l'amour comme on se serre la main. Et quelque part, dans le cœur des femmes, dans l'instinct le plus profond, le plus archaïque des femmes, la finalité de la vie, c'est de faire un bébé. Mais pour faire un bébé, il faut un nid. Il faut réellement un lieu où cet enfant peut être accueilli, accompagné, nourri. C'est ce qu'on appelle le nid, hein.
Le nid, qui est un peu ce que vivent les oiseaux, bien sûr. Voilà. Comme il n'y a plus de nid, euh, on ne sait pas où le mettre, ce bébé. Et donc, on fabrique, on essaye de fabriquer, enfin le corps essaye de fabriquer des nids ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on va retrouver des nids sur les trompes, on va retrouver des nids sur les ovaires, on va retrouver des nids à l'intérieur du péritoine, on va retrouver des nids un peu partout. C'est ce qu'on appelle l'endométriose. C'est extrêmement fréquent. Effectivement, ça devient de plus en plus fréquent. Ça n'a pas un lien direct avec les hormones, avec la pilule, avec des choses comme ça. C'est un lien indirect psychologique parce que aujourd'hui, ben, le nid n'existe plus. Le nid est ailleurs. Hein. Il n'est pas dans la relation que l'on a éphémère et qui relève de la poignée de main. Mm. Tu m'expliquais que, du coup, au niveau, euh, dans ce que la femme veut profondément au niveau subconscient, c'est avoir son enfant, le but ultime. Ça serait quoi pour l'homme? La même chose? Ah non, Différemment? il y a pas d'endométriose chez l'homme. Mais est-ce qu'il y a un but ultime aussi pour l'homme? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas pour rien, hein. L'homme veut féconder, c'est sûr. Et c'est quoi? Il se formule un peu en miroir de celui de la femme, avoir sa descendance, avoir. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question. Là, tu me prends de court. Est-ce- je pense que de toute façon, a priori, la perpétuation de l'espèce, c'est une des finalités essentielles. Nous savons que le cerveau, la finalité ultime du cerveau et du cerveau archaïque, c'est la perpétuation de l'espèce. Hein. C'est pour ça que les femmes ont des mamelles. Hein. Pourquoi nous avons les femmes ont des seins, c'est pour nourrir l'enfant, même s'il y a famine. Parce elle y laissera toute sa substance, elle donnera toute sa substance à son enfant à travers son lait, même si elle en crève, quoi, si elle en meurt. Et c'est d'ailleurs ce principe-là qu'utilisent les agriculteurs un peu partout dans le monde, et surtout en France en particulier. Je ne sais pas dans les autres pays, mais je pense que dans la plupart c'est comme ça. On arrache le bébé à la mère, on le met en danger de mort, et donc et on affame la mère, et plus on affame la mère, et plus elle fabriquera de lait. Et voilà. Donc la survie de l'espèce passe avant la survie de l'individu pour le cerveau, pour notre cerveau. Donc, c'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est sûr que c'est inscrit dans l'inconscient des femmes et probablement aussi des hommes, mais d'une autre manière, bien sûr. Hein. L'homme n'accueille pas. L'homme, c'est celui qui donne, et la femme est celle qui accueille. Donc, il y a une complémentarité fondamentale. Ok. Stress chronique et burn-out surrénalien. Le burn-out surrénalien est partout en santé naturelle aujourd'hui. Fatigue chronique, glande surrénale, entre guillemets épuisée, concept valable ou nouvel emballage marketing d'autre chose. Ah. Alors là aussi, si tu veux, la réponse va être psychosomatique quelque part, même si ça relève aussi de la physiologie humaine. Nous vivons en permanence par deux niveaux de vigilance. Pendant la journée, nous sommes en suractivité surrénalienne, c'est-à-dire que nous fonctionnons ce qu'on appelle la sympathicotonie et qui est sous la dominante de la cortico-surrénale. Et puis la nuit, eh bien, on bascule dans l'autre dimension, dans la dimension de la réparation. Et dans ce cas-là, le niveau d'hormones cortico-surrénaliennes diminue considérablement pour permettre le sommeil, pour permettre la digestion, etc., etc. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'épuisement des glandes surrénales, mais il y a une société qui est de plus en plus stressante, de plus en plus harcelante, euh,
avec en plus la manipulation par les médias, par la télévision, par ces choses-là et qui utilisent la peur. Hein. C'est sûr que si les reins et les corticosynapses sont puissantes, la peur, elle est maîtrisée. Mais si on renvoie de la peur, de la peur, de la peur, de la peur, ben ça finit par épuiser les capacités de récupération par la cortico-surrénale. Voilà. Après, donc ça, c'est un état de fait. Alors, cet état de stress, de harcèlement, de fatigue, va se traduire à la longue par ce qu'on appelle une dépression. Aujourd'hui, on parle plus de dépression, on parle de burn-out, hein. Mais c'est la même chose. Une dépression, c'est une véritable pathologie. C'est un équivalent de cancer. C'est la même chose. Ça se traduit par un certain nombre de symptômes et, et ces symptômes n'ont rien à voir avec les causes. C'est ça qui est très étrange, parce que ce sont des symptômes psychologiques qui n'ont rien à voir avec les causes. Bon, il y a la fatigue, ça c'est clair, hein. Donc, les corticosurrénales se mettent en état je dirais, de grève avec service minimal, hein, juste pour survivre. Donc ça, c'est le côté physiologique. Et puis, ces gens-là vont vivre un retour. Quelque part, ils vont marcher à l'envers, vont marcher à reculons tout- et regarder leur passé immédiat et un peu plus lointain, mais ils seront incapables de se tourner vers le futur. Donc ça, c'est le premier symptôme de la dépression. Après, il y a une dévalorisation existentielle fondamentale. Ces gens-là se prennent vraiment pour des merdes. Ils ont l'impression d'avoir tout raté, et ils vont se dévaloriser un maximum, et c'est très grave. Voilà. Et, et évidemment, oui, avec ça, une tristesse, une perte de joie et tout ça. Voilà. Je pense que ce qu'on appelle le burn-out aujourd'hui, c'est le mot à la mode, c'est l'appellation de la dépression. Et ça correspond non pas à des problématiques de dévalorisation, ça, ça n'a rien à voir, ça correspond à des problématiques de territoire. Hein, de territoire, c'est-à-dire que en général, c'est du harcèlement, on a l'impression que notre territoire n'est pas, que nous ne sommes pas respectés, que nous ne comptons pas, voilà, que nous sommes invisibles dans notre société d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux te dire. Ok, je Je sais pas comprends si mieux. ça répond à ta question. Ça correspond bien. Et tu poses dans ton module, le module 5, que l'hypocorticisme correspond au conflit du troupeau. La fatigue chronique moderne, c'est ce conflit qu'on retrouve en masse dans une société atomisée. Alors, ça, c'est une autre problématique psychosomatique, bien sûr, hein. C'est le conflit du troupeau, c'est quelque chose qui est fréquent, effectivement, et qui va se traduire par quelque chose qui ressemble aussi à la dépression, à savoir, effectivement, le service minimum de la corticocérébrale, elle se met en grève, mais pour une toute autre raison, hein. Donc, dans le conflit du troupeau, c'est une problématique, on le retrouve souvent d'ailleurs chez les enfants qui ont perdu un enfant jumeau, qui ont perdu un frère ou une sœur jumelle pendant la grossesse. C'est assez fréquent. Et donc, quelque part, ils ont été conçus plusieurs. Et quand ils viennent au monde, ben, il leur manque cet autre. Et ils le recherchent sans arrêt. Et dans la nature, lorsque, lorsqu'on est un animal comme le mouton, oui, surtout le mouton essentiellement, la principale la principale arme défensive contre le prédateur qui est le loup ou d'autres prédateurs du même genre, d'autres carnivores, eh bien, c'est la masse. C'est la masse du troupeau qui est capable de piétiner le loup. C'est la masse du troupeau qui est capable d'impressionner le loup. Hein. Pour les poissons, par exemple, ils vont faire pareil. Ils vont faire des bancs de poissons. Ils vont se rassembler pour singer
un monstre immense, tu vois, un immense serpent de mer ou un truc comme ça, pour essayer de faire fuir les prédateurs. Bon, évidemment, les prédateurs, ils connaissent à force, et puis au contraire, ils en profitent. Mais voilà. Bon, enfin, c'est toujours pareil. On a des réflexes archaïques comme ça qui remontent à la nuit des temps. Voilà. Et effectivement, si un mouton du troupeau s'attarde à brouter à un endroit et puis que quand il lève la tête et il retrouve plus le troupeau dans son champ visuel, il panique complètement parce que là, il est à la merci du loup, le méchant loup. C'est comme le chaperon rouge, là. Voilà. Et le premier réflexe, c'est de courir. Mais s'il court, il a à peu près 9 chances sur 10 d'aggraver la situation, c'est-à-dire de ne pas courir dans le bon sens. Par conséquent, son cerveau, ou le cerveau groupe du troupeau, va lui ordonner de rester sur place et d'attendre que le troupeau revienne vers lui pour le récupérer. Voilà. Et donc, ça entraîne ce phénomène de... Alors, chez nous autres humains, ça va se traduire par ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Donc, ce sont des gens qui vont alterner des périodes normales où ils vont très bien, des périodes de dépression profonde où ils n'arrivent plus à bouger, où ils sont vraiment en service minimum corticosurrénal, et puis des périodes d'hyperexcitation, c'est-à-dire que quand le troupeau revient vers le mouton perdu, dès que le mouton perdu les aperçoit, là, la corticosurrénale repart à fond et le mouton va galoper pour retrouver le troupeau. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle donc la psychose maniaco-dépressive. Voilà. Et c'est très complexe. Donc, c'est des périodes où, chez nous humains, ça va se traduire par des achats inconsidérés, par ouais, c'est un comportement vraiment surexcité, hyper tonique, hyper optimiste, mais pas toujours très cohérent et pas toujours beaucoup de bon sens. Euh, c'est pas plus les femmes qui ont ce type de comportement d'achat compulsif. Oh, c'est les hommes et les femmes. Ça peut toucher les deux. Alors pourquoi c'est plus connecté chez les femmes? Je pense pas que ce soit plus chez les femmes que chez les hommes. Mais dans la lecture un peu cliché qu'on fait, c'est que les femmes vont s'adonner à des achats cosmétiques et que les hommes vont avoir ce côté plus rationnel en termes d'achat. Pourquoi tu penses qu'il y a ce cliché-là alors? C'est purement Pourquoi pas, après qu'il y ait des différences de pulsionnelles entre l'homme et la femme, c'est évident. Mais bon. historiquement, je pense pas que les femmes ont eu le droit au travail parce que potentiellement, on s'est dit qu'il allait y avoir 2 fois plus de consommateurs et que les femmes allaient avoir plus tendance à consommer. Oh là. Alors là, on rentre dans des considérations politiques qui sont très complexes. Bon, on a esclavagisé les femmes en leur imposant pour devenir l'égal de l'homme, d'aller travailler en plus de leur métier d'ingénieur domestique, ce qui est absolument scandaleux. En fait, ce qu'on aurait dû faire depuis le début et depuis toujours, c'est reconnaître le statut d'ingénieur domestique de la femme. C'est-à-dire qu'une femme, c'est quelqu'un qui sait tout faire, hein, qui sait faire le ménage, qui sait faire l'infirmière, qui sait faire l'éducatrice, qui sait faire la cuisine, qui sait faire le repassage, qui sait faire... c'est inimaginable. C'est c'est- c'est la définition de l'ingénieur, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, une ingéniosité extraordinaire. Voilà, donc là, vraiment, ces femmes-là, ces femmes qui acceptent de vivre leur vocation profonde, jusqu'à la ménopause en tout cas, eh bien, elles devraient toucher un salaire dans notre société moderne. Elles devraient avoir une assurance retraite, une assurance maladie, elles devraient avoir un salaire confortable. Hein, lorsque j'ai travaillé avec le ministre
le, le gouvernement de Savoie, j'avais proposé donc justement que la femme ait un salaire d'ingénieur, c'est-à-dire 2 à 3 000 euros par mois, euh, qui augmente avec le nombre d'enfants, bien sûr, mais que ce ne soit pas des allocations. Des allocations, c'est une aumône. Hein. Les allocations familiales, c'est long, c'est scandaleux. Bah, c'est un peu ce C'est que tu vraiment demandes pour la là. merde. Quand tu demandes un salaire, c'est pas un salaire qui vient comme ça. Là, du coup, c'est dans les impôts. Il y aura une redistribution, c'est ça, pour avoir un Oui, salaire, c'est ça que tu demandes. oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je ne suis Et pas d'accord avec ça. Je pense que on s'y retrouverait automatiquement parce que automatiquement, si tu veux, tu aurais moins de chômage, tu aurais plus de travail. Les hommes pourraient travailler et être mieux payés. Ben, ça changerait complètement la société. non, là, je suis pas d'accord. Je pense que ta lecture économique est faussée. Je pense qu'il faudrait plutôt qu'il y ait à la base pas d'impôts. Et donc forcément, toi, homme ou femme, tu es forcément mieux payé directement. Ou si tu es dans un foyer familial, enfin, et que bah, du coup, tu n'as plus les 60% d'impôts, tu gagnes peut-être 3 000 € maintenant, eh bien tu peux verser à ta femme un salaire. Ah, peu importe, hein. Ouais, Il faut, de toute façon, si tu veux, mon idée, c'est que le travail de cette femme doit être reconnu. ok, alors, on est Voilà. d'accord sur ça. C'est ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, les femmes sont complètement dévalorisées. Une femme qui reste au foyer, elle ne travaille pas. Attends, il faut arrêter. Elle travaille 20 heures sur 24. Et c'est ça de ne pas travailler. Alors maintenant, on les fait en plus travailler 7 à 8 heures par jour, en plus à l'extérieur. Mais on est dans la dinguerie complète, quoi. Donc il faut qu'elles assument tout. Les rares jours de congé qu'elles ont, il faut qu'elles cuisinent pour toute la semaine. On les a esclavagisées complètement, là, les pauvres. Non, elles se sont, les femmes, ça reste Non, des... non, ça a été fait, ça ça a été orchestré par les milliardaires et par le Oui, mondial. sociologiquement, mais il y a quand même une souveraineté quand même individuelle, hein. Les femmes qui veulent rester euh, dans le contexte du foyer, elles peuvent, et celles qui ne veulent pas, eh bien, elles peuvent Elles peuvent, mais si elles le font, elles sont méprisées par qui? Peut-être par tout le monde. Par les autres, par les copines, par les mecs, par tout le monde. Hmm, peut-être, oui. Il y a, mais pas de tout. Je pense des personnes qui l'aiment, elle ne sera pas rejetée. Je pense que Ah oui, bien sûr. comme c'est une construction qui vient depuis qu'on est gosse, ça commence en primaire, au collège, on vous dit, Si tu arrives sur si son compagnon est éthique et intègre, bien sûr, il va la remercier, il va l'aimer encore plus et il va compenser, il va gratifier son travail. hmm, Mais bon, il y en a combien aujourd'hui, hein? effectivement très peu. Mais je pense que ça commence à revenir un peu, ce schéma de pensée. Ça va revenir petit à petit. Espérons. Hmm. Le cortisol est diabolisé partout en santé naturelle. Entre guillemets, trop de cortisol détruit votre corps, mais la médecine officielle prescrit des corticoïdes pour tout. Tu te positionnes comment dans ce paradoxe? Paradoxe. Alors, le cortisol n'est pas, il faut pas le diaboliser. Le cortisol, c'est la glande c'est l'hormone de l'activité. Sans cortisol, on peut pas avoir la moindre activité. On est des légumes. Hein, pas complètement, pas autant qu'avec l'absence d'hormones thyroïdiennes, mais on en a absolument besoin pour se mettre au travail, pour démarrer le matin, pour bosser, quoi. On peut pas travailler sinon. Donc, il faut arrêter. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une maladie, c'est une vagotonie, c'est un lâcher-prise, et on passe en vagotonie, c'est-à-dire que le cortisol diminue. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça permet au microsima de réparer et de vous ramener à la convalescence et à la guérison totale. Alors, comme la médecine officielle, plus précisément la religion médicale officielle, n'a rien compris et ne veut pas entendre parler de la psychosomatique, ce qu'elle voit, c'est la maladie, inflammation égale douleur, égale et toutes ces choses-là, et fièvre. Et donc, que fait la médecine? Eh bien, elle essaye de bloquer ce processus.
Donc, elle a deux moyens pour bloquer ce processus. C'est taper directement sur les microzymas en les empêchant de faire le travail de guérison avec les antibiotiques. Et puis, si tu veux, faire basculer ce déséquilibre cortisolique en donnant de la cortisone par voie parentérale, par en comprimé ou en piqûre ou n'importe quoi. C'est ce qui m'a désespéré dans ma pratique de médecin de campagne et qui m'a fait me tourner vers l'homéopathie. À l'époque, ça a été ma première remise en cause quelque part avec les vaccins. C'était les deux premières remises en cause de ma pratique de médecin. Hein, parce que quoi qu'il y ait, quelle que soit la maladie pour laquelle on nous appelait, que ce soit une otite chez un enfant, que ce soit la grippe chez un adulte, c'était antibiotiques et cortisone. Ras-le-bol, quoi. Quelque part, bon, c'est, c'est- le médecin, c'est un distributeur d'antibiotiques et de cortisone, et puis d'antalgiques, voilà. Antalgiques, antibiotiques, cortisone, antidépresseurs. Bon, tu as une dizaine de classes de remèdes, et tu tombes sur cette dizaine de classes de remèdes. Ça n'a aucune intelligence, c'est pas marrant, c'est d'une monotonie épuisante et déprimante. Donc bon, j'ai commencé par chercher dans l'homéopathie, mais je n'avais pas compris la psychosomatique aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec la psychosomatique, on comprend très bien. Il faut bloquer le travail de guérison. Les corticoïdes, du coup, c'est quoi? C'est un médicament qui mime l'effet du cortisol ou Oui, l'inverse? tout à fait. Ok. Hum. Et donc le paradoxe à la fois ils prétendent que le cortisol détruit le corps ou est très très néfaste, mais en même temps ils prescrivent des corticoïdes. On est sur encore la dissonance cognitive qu'on a comme d'habitude. Bah, c'est toujours pareil. Il faut alterner sans cesse l'activité et la récupération, la réparation. Donc le cortisol préside à l'activité, et puis il y a d'autres hormones qui président à la réparation, l'appétit et le sommeil. Ok. C'est logique, hein, et c'est sûr que si il y a une seule chose, tu peux te permettre de ne pas manger, de ne pas boire pendant des années et des années. Tu ne peux pas te permettre de ne pas dormir. Ouais. Si tu ne dors pas, tu finiras par mourir. Il me semblait Ah, que rapide. j'avais vu un reportage, je sais plus si c'était Arte, un type qui n'avait pas dormi depuis 40 ans. Je pense que c'est une anomalie ou que c'est faux. Alors, il faut savoir ce qu'on appelle dormir ou pas dormir. Si Ouais. déjà il se couche, il se repose, il laisse faire les choses, c'est pas nécessaire que son cerveau lui se mette au sommeil. Ouais. Ouais, peut-être j'ai plus la distinction de ce qu'ils avaient dit. Je sais plus si il était présenté comme insomniaque, mais peut-être qu'il avait des petites phases de repos par-ci par-là dans la journée. Ça, je sais plus. Mais ouais. Probablement, il devait se coucher. Parce que on se plaint pas de l'insomnie quand on travaille. On se plaint de l'insomnie quand on est couché. Et quand on est Mm, couché, on se repose et on récupère. c'est vrai. Maintenant, la glande pinéale et hygiène moderne. Question, la pinéale est hors de la barrière hémato-encéphalique, vulnérable. Le fluor dans l'eau et les dentifrices est accusé de la calcifier. Réalité ou complotisme? Déjà, la barrière hémato-encéphalique, c'est une hypothèse intéressante, mais on n'en sait rien. Le fluor, de toute façon, c'est un poison épouvantable. Est-ce qu'il agit sur la pinéale ou est-ce qu'il agit directement sur le cerveau? Je ne sais pas. Alors, est-ce que la pinéale se calcifie? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que ça va gêner son fonctionnement? Je n'en sais rien. Voilà, là, tu dépasses mes compétences, je ne sais pas. Bon, Je peux en pas gros, dire plus. de toute façon, on sait que le fluor, c'est de la merde. Ah, ben c'est clair, Enfin, c'est fait pour asservir, hein. Le fluor enlève la volonté. mm. Et c'est les nazis, enfin, c'est Hitler et ses chercheurs. Et doucement, le mot Hitler, je sais pas s'il va passer. Bon, je couperai. Ouais, le H, appelle-le le H. Voilà.
Donc, voilà, a priori, ils avaient prévu ça pour enrichir l'eau des populations colonisées, entre guillemets, de façon à les soumettre. Ok. J'étais rendu où? Merde. Ah ouais, ok. Tu poses que les psychotropes attaquent la pinéale, conséquence à long terme pour les millions de gens sous antidépresseurs depuis 10 ou 20 ans. Alors, est-ce que ça attaque la pinéale? J'en sais rien. Ce que nous savons, c'est vraiment très particulier. Euh, c'est un, c'est aux États-Unis, je crois, un psychiatre qui a fait l'expérience. Bon, tu sais que les araignées, quelque part, ce sont des vampires, hein. Ce sont des véritables vampires, c'est-à-dire que elles consomment le sang. Et donc, si on détruit la toile d'une araignée, elle la reconstruit à l'identique, exactement la même. Et tu peux la photographier tous les jours et retrouver exactement le même schéma. Et donc, ce psychiatre s'est amusé à mettre à côté de l'araignée du sang frais, une petite goutte de sang frais d'un malade schizophrène, mais vraiment en phase de délire. Et tous les jours, il lui enlevait sa toile. Et tous les jours, elle le refaisait. Bon, évidemment, il ne la mettait pas, elle, en danger, sinon elle aurait été allée voir ailleurs. Mais bon, voilà. Et donc, après lui avoir mis cette goutte de sang qu'elle est allée boire, bien sûr, eh bien, elle a fait une toile complètement décousue et complètement irréelle, irrationnelle, pendant à peu près une semaine. Et ça s'est normalisé progressivement. Voilà. Et il a retenté l'expérience sur la même araignée, hein, un peu plus tard, lorsque le malade était calmé par les psychotropes, par les neuroleptiques. Voilà. Et là, il a pu constater que l'araignée faisait une toile beaucoup moins tordue, beaucoup moins abîmée, mais par contre qu'il n'y avait pas de récupération. C'est-à-dire qu'elle ne revenait jamais à une toile normale ensuite. Alors il en a conclu, bon, c'est tout. Attends, elle ne revient jamais à partir du moment où elle a goûté à ce sang, même si après il lui donne plus du tout Oui, les ah gouttes de oui, sang. il ne lui donnait qu'une fois une goutte, hein. Ah ouais, après fini, fini. Définitif, elle faisait une toile qui était moins déformée, mais qui n'était pas normale. Et ça, jusqu'à sa mort. Et s'il lui redonne une goutte de sang d'un type qui est normal dans sa tête. Il n'a pas essayé ça. C'est quoi ce scientifique qui n'a pas Ah, essayé mais tu sais, c'est complexe, hein. Déjà, ça prend des mois, ce genre de choses. Et puis, il faut Ouais. être extrêmement minutieux, il faut faire des Si, photos tous les jours. Il faut... si moi j'y ai pensé, il aurait pu y penser. Mais ok, vas-y, Ouais, continue. ouais, mais il a peut-être pensé, il a peut-être fait, mais il a peut-être pas écrit parce que Ouais. c'est moins intéressant, je ne sais pas. Ok. Alors, est-ce que c'est par le biais de la pinéale? Je n'en sais rien. Alors après, il faut bien voir, hein, il y a une multitude de classes de médicaments psychotropes. Il y a les antidépresseurs, il y a les neuroleptiques, et chaque fois, il y en a des tombereaux. Donc, ils ont certainement des toxicités variables. C'est complexe. Donc au niveau des conséquences des psychotropes, ça peut, je sais pas, on peut dire quoi sur les conséquences de la piné, enfin, en Est-ce tout que cas, ça agit sur voilà. la pinéale? Peut-être oui, peut-être non. J'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas de notion d'attaque. Moi, je ne le vois pas comme une attaque. Après, Ouais. Oui, la science infuse, hein. ok. En tout cas, ça pourrait potentiellement modifier certains aspects. Écran, lumière bleue, sommeil dégradé. Au quotidien, comment on protège la pinéale et comment on la nourrit, si on peut la nourrir? Alors, si tu veux, la pinéale est une glande qu'on ne connaît pratiquement pas. On ne sait pratiquement rien sur la pinéale, à part l'alternance jour-nuit, on ne sait pas trop. Ah, par quoi t'as dit?
L'alternance jour-nuit, Ouais, ok. Mm. c'est à peu près la seule chose qu'on sache de façon sûre sur sur la pinéale, c'est qu'elle préside à l'alternance du jour et de la nuit. Ouais, bah, Alors, hormis. Vas-y. si tu veux, il y a plein de choses qui interfèrent de façon évidente sur la santé. On sait par exemple que les écrans, et en particulier le scintillement des écrans, c'est-à-dire que l'alternance entre la nuit et la lumière va être extrêmement néfaste et favoriser ce qu'on appelle l'épilepsie. La lumière bleue, les UV, les choses comme ça, je ne sais pas. Le sommeil dégradé, bon, on en a parlé tout à l'heure, on ne peut pas dormir, on peut pas vivre si si on ne récupère pas, si on ne se repose pas. Mais le fait de dormir ou de pas dormir ne change pas grand-chose. Et à partir du moment où on est allongé un certain temps, normalement, on récupère. Si on mange et si on s'allonge, ça va. Donc, Comment, alors, est-ce que la pinéale a besoin d'aliments particuliers? Je ne sais pas. Ça, ok. je ne sais pas. Donc, en gros, faire gaffe au flicker effect pour la Voilà. pinéale. Et il faut faire attention aussi aux ampoules actuelles, hein, les ampoules, toutes nos ampoules modernes. Il y a fluo compact, il y a les ampoules LED et fluo compact. Enfin, Voilà, je sais pas c'est si. les Il y en LED. a trois différentes, ouais. Oui. Les LED sont des lumières scintillantes, c'est-à-dire qu'on passe sans arrêt du jour à la nuit. Rémi en question, lui, il a conçu à l'époque, je crois, une ampoule qui évite ce sentiment. Il faudrait qu'on en reparle avec lui. Là, je sais pas si c'est Rémi, c'est plutôt Guillaume Brun, C'était en collaboration avec Rémi, justement. peut-être. Là, Mm. je comprends. Euh, Selon Gauthier, vitamine A et B nourrissent la thyroïde et la génitale interstitielle, non, Interstitiel. interstitielle. Pour les surrénales, la pinéale, l'hypophyse, quel aliment et nutriment spécifique? En gros, complexe paracelle, et c'est bon, c'est ça? Voilà, je pense que si tu prends vitamine C complexe paracète, tu auras tout ce qu'il faut et vitamine E quand même, hein, parce que la pinéale, c'est des neurones, hein. La vitamine D a aussi un effet dessus ou Oui, sur? bien sûr, les vitamines B sont très importantes, la vitamine A aussi, oui, tout à En gros, toutes les vitamines, c'est ça? Les hormones corticaux sont fabriquées à partir de cholestérol. Pareil, ici, la diabolisation du cholestérol par la médecine. Qu'est-ce que ça produit? pratiquement toutes les hormones sont fabriquées à partir du cholestérol, hein. Donc, Pratiquement, donc pas toutes les toutes. hormones génitales, sont les estrogènes, la progestérone, la testostérone, tout ça, c'est du cholestérol au départ, quoi, hein. Et c'est Hmm. pour ça que c'est complètement hallucinant. Aujourd'hui, on devrait absolument interdire tous les médicaments anti-cholestérol. Il faut laisser faire le créateur. Il a prévu les choses correctement. Il faut lui foutre la paix. Toi, tu sais pourquoi Les là, statines, ça, c'est à foutre à la poubelle, hein. tu sais pourquoi justement c'est diabolisé le cholestérol, d'où ça vient? Le fric? Mais oui, les statines, ça rapporte énormément. Mais c'est l'Alzheimer précoce et tout ça, quoi. Ok. On en reparle. L'iode pour la thyroïde, apport quotidien, source, forme alimentaire, supplémentation. Toi, tu disais que c'était que lorsqu'on mange assez de fruits de mer, peut-être, on est censé avoir son quota, fruits de mer Voilà, ou poissons de poissons. l'océan, fruits de mer, tout ça, ça apporte suffisamment, je pense. Après, si on est loin de l'océan, si on ne consomme pas beaucoup de ces aliments, c'est bien de se complémenter. Donc, le docteur Reliquet, il propose 12,5 mg par jour. Je pense que c'est trop. Ah, mais toi, tu dis que c'est trop, mais fondé sur quoi? Trop parce que Trop parce que t'as essayé? parce que oui, j'ai essayé et a priori, ça donne des petits problèmes de tolérance. C'est-à-dire de Ça, tolérance. ça peut donner des douleurs, si tu veux. Ça peut donner des douleurs, ça peut donner une atrophie des glandes et en particulier des seins. Ça peut donner.
ça peut avoir des inconvénients. Alors, Mhm. c'est pas certain, mais ce qui est sûr, c'est que quand on prend l'antidote, c'est-à-dire l'iodome en homéopathie, et qu'on regarde la panoplie d'effets positifs du domaine homéopathique, on comprend que l'iode, en fait, à grosse quantité, peut être toxique, quoi, hein. Voilà. Donc, ça arrêtait à combien? 3 milligrammes? Moi, je ne dépasserai pas 2 milligrammes. 2 milligrammes maximum. Ok. Ok. 2, hein, pas 10. Et dans la bouffe, on est censé pouvoir si on a Alors, assez de si tu fruits de manges des mer. poissons de l'océan, si tu manges des fruits de mer, tu en as assez. Ok. La typologie Gautier, surrénale, hypophyse, thyroïde, génitale, interstitielle, j'ai réussi. Comment quelqu'un identifie son type dominant chez lui et qu'est-ce que ça change pour son hygiène de vie? Bon, ça ne change rien. Il est que tel qu'il est. Il faut respecter ce qu'il est. Mais ça lui permet de comprendre, hein. Thyroïde dominant, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir aller plus vite ou plus lentement. Voilà, les hypophysaires, on l'a vu. Les surrénales dominantes, ce sont des actifs, des hommes plutôt, plutôt virils, plutôt masculins, colériques, brutaux, etc. Et ce que Gauthier appelle la génitale interstitielle dominante, alors moi je me pose la question si c'est pas fait un film. Je pense que Gauthier a eu l'intuition qu'il y avait une quatrième hormone majeure dans le corps. Il a pensé que c'était la génitale interstitielle, c'est-à-dire une partie de l'ovaire ou une partie du testicule. Mais en fait, ça ne fabrique que des hormones génitales banales, que ce soit estrogène, progestérone ou testostérone. Et donc, je crois que là, il s'est planté. Je pense qu'en fait, euh, il a eu cette intuition qu'il y avait une quatrième hormone majeure, mais que c'est probablement l'épiphyse, la pinéale, qui est en jeu. Bah, c'est mon opinion, hein. Et ça correspond, si tu veux, à un état d'équilibre, à un état d'harmonie. Toutes les autres hormones, toutes les autres dominantes hormonales sont légèrement déséquilibrées dans un sens ou dans l'autre, alors que ce que Gauthier appelle la génitale interstitielle, c'est vraiment l'harmonie, le sens de la beauté, l'intelligence, le bonheur, euh, voilà. Je crois que c'est ça. À mon avis, c'est plus probablement la pinéale. Ok. J'aimerais parler, là, ça, c'est une question qui me vient, c'est sur la testostérone, euh, pour aussi parler de... C'est quoi déjà l'inverse pour les femmes? Des estrogènes ou la progestérone? À la La progestérone? progestérone est très proche de la testostérone. Au La niveau quoi, progestérone. moléculaire? Comment? Au niveau effet moléculaire? Oui, tout à fait. Ok. Chez les hommes, pour toi, est-ce qu'il y a des grands piliers pour maintenir une testostérone normale? Ou est-ce qu'il y a un intérêt à l'augmenter, pas de manière artificielle en se supplémentant, mais en essayant d'avoir la meilleure possible? Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, hormis avoir des bonnes vitamines? Ah Niveau oui, s'il y a une déficience particulière, oui, il y a des choses qui peuvent aider. Mais là, l'homéopathie peut être très efficace et sans danger. Voilà. Après, le Viagra et tous ces trucs-là, c'est des horreurs, quoi, hein. Mais voilà. Mais l'homéopathie peut être efficace, elle peut être remarquable, hein. Elle peut jouer sur l'érection, elle peut jouer sur plein de choses. la baisse pour toi de la testostérone peut être liée à quoi? Bah, l'andropause, hein, essentiellement. Ok. Sinon, sinon c'est pas. On peut avoir des pannes sexuelles pour d'autres raisons qu'une baisse de testostérone. La Hmm. testostérone n'est pas univoque dans cette histoire-là. Mais des fois, carrément, on pourrait dire que il y a ce cliché aussi, cette idée répandue que la testostérone
ferait qu'on pourrait perdre ses cheveux chez les hommes. Mhm. Ça, c'est avéré ou pas? Il semblerait, oui, a priori, les femmes perdent moins les cheveux que les hommes. Et Étonnant. ça serait lié, et ça serait lié à la testostérone, tu penses, et pas à autre chose? A priori, ce serait attribué à la testostérone. Mais je peux pas t'en Hum. dire plus, hein, je ne sais pas. Et donc, il y aurait des hommes qui en auraient pas assez et donc ne perdraient pas leurs cheveux, ou, c'est, ou les hommes qui en perdent auraient trop de testostérone? On ne sait pas pour l'instant. Enfin, à creuser Oui, plus tard. il y a sûrement d'autres causalités derrière, hein. Ouais. Ok. La je crois qu'il y a deux questions bonus dans la hiérarchie des cuissons. On revient sur la nutrition. C'était par rapport à ton entretien. J'avais une question qui n'était pas passée. Tu mets l'induction en bas, enfin, en tout cas dans la hiérarchie, juste avant le micro-ondes. Le principe, c'est un champ électromagnétique alternatif qui chauffe directement la matière du contenant. Concrètement, qu'est-ce que ce champ fait à l'aliment qui cuit dedans au niveau microzymal? Et pourquoi c'est différent du four électrique classique ou de la flamme directe? Eh bien, écoute, je suis désolé, mais je n'en sais rien. Aucune idée. Ok, bah, je crois ça de mon côté sur ça. Attends, je veux chercher une question, je couperai au montage. C'était en commentaire sur la dernière vidéo. Attends une seconde. J'y ai répondu, mais tu me diras si toi-même t'as une réponse équivalente ou pas. J'ai regardé la. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière vidéo. Si, j'ai regardé la dernière vidéo que tu m'as fait passer hier ou avant-hier, là. Ouais. Là, c'est Et- Valérie Portal qui a posé la question. oui, Tu l'avais lu ou pas? oui, j'ai lu le commentaire et j'ai trouvé que ta réponse était parfaitement correcte. Bon, bah, c'est bon alors. Sur ce, bah, ouais, j'ai plus rien. Attends, je vérifie quand même une dernière fois. Si j'ai. Non, je pense que c'est bon. On en a fini. On a fait le tour. Ok. C'est- Tu peux couper l'enregistrement. D'accord. Ben, je te souhaite une bonne soirée en tout cas. Hmm, ça marche, toi aussi.